et puis investissement, investisseur, et puis financement de l'investissement. Donc, CFC, vous êtes chef de département des intermédiaires agréés. Vous avez certainement affaire à des affaires qui impliquent dans des actes dressés par des notaires. D'abord, une petite évaluation par rapport au travail avec les notaires. Est-ce que les notaires, en général, respectent la réglementation d'échange? Est-ce qu'il y a une évaluation positive, je dis objectif positif, pour pouvoir mettre le point sur les hic et pouvoir corriger? Et puis, ça sera l'occasion pour vous de nous donner un petit aperçu sur ce qu'on doit faire. Et puis, la question qui nous interpelle beaucoup plus, cette notion de résidence. On parle de résident, non-résident, moyen de preuve. Moyen de preuve, est-ce que droit commun, droit fiscal, un droit spécifique à la réglementation de change, droit international parfois, lorsqu'il est un étranger. Donc, comment vous vous basez pour dire, voilà, c'est un résident, ce n'est pas un résident? Merci. Bonjour. Peut-être demain Ramadan. Donc, heureusement, les au moins, donc, c'est une bonne question, CSEZ. Est-ce que le notaire est en phase avec la réglementation d'échange en matière de ces actes? Je dirais qu'il y a une évolution très positive, mais on ne va pas cacher la vérité. Il y a beaucoup de notaires qui étaient sanctionnés, qui étaient en infraction, qui étaient sanctionnés. Ils ont payé des amendes. Ben oui. Je vais vous dire pourquoi. Bon, on va y arriver, on va... Je crois que واحد هنا ما كان pénalisé. Sinon, ما يبغيش يهز يدو إلا قلنا ليه هز يدك. Non, enfin, en fait, l'investissement, bon, depuis toujours et depuis bien longtemps, l'Office d'échange a tracé un cadre évolutif pour l'investissement, pour les investisseurs étrangers. Donc, depuis les fin des années 80, donc on essaie d'améliorer, je dirais périodiquement ou à chaque fois que l'occasion se présente ou c'est nécessaire, on améliore nos dispositions réglementaires. Le notaire, par le passé, avait plus ou moins une seule obligation vis-à-vis de l'office d'échange. Je dirais une obligation lorsque le bien ne revêt pas le caractère transférable. Même la garantie de transfert, l'obligation de verser les fonds dans un compte à terme. C'était la principale obligation. Il avait une obligation vis-à-vis du client, chose qui n'était pas faite. La traçabilité de l'investissement n'était pas faite pour le client. Alors, automatiquement, le client, qui j'ai l'office d'échange, on m'a des solutions. On était obligé de travailler, de remonter, de faire des recherches pour lui trouver la traçabilité de son investissement, alors que le notaire n'a pas fait ça. C'est une procédure qui n'était pas faite. Actuellement, il y a de plus en plus de notaires, bon, je dirais, c'est une bonne chose, qui prennent conscience de ce fait et essayent de constituer un dossier complet pour l'investisseur étranger, quelles que soient les modalités de financement. C'est vrai qu'il y a parallèlement une loi qui vous oblige à vous assurer de l'origine des fonds, c'est la loi sur le blanchiment, le 4305, qui vous oblige à faire attention à l'origine des fonds en tant qu'assujetti à cette loi. Donc, en matière d'investissement étranger, qui est l'investisseur? C'est toute personne étrangère, qu'elle soit résidente ou non résidente. D'abord, c'est les étrangers. On leur ajoute les personnes marocaines établies à l'étranger lorsqu'elles financent par des apports en devises, mais ciblent les financements en dirham local. Ça, ce n'est pas un investissement. Il est toujours marocain comme nous tous. Donc, s'il finance par des dirhams, c'est juste un financement en dirhams comme moi et vous. Mais s'il finance par des devises, là, c'est un investissement étranger. Bien entendu, il y a également les personnes morales, mais on va les zapper parce que plus ou moins, je crois que vous n'êtes pas trop intéressés par cette catégorie. Mais ils sont considérés comme des investisseurs étrangers du moment qu'ils réalisent l'investissement en fonction de... Donc, un régime de convertibilité totale en la matière. Donc, d'abord, pour réaliser l'investissement, pour transférer le revenu et transférer le produit de liquidation infinie.
Alors, les catégories, les formes d'investissement. Il y a plusieurs formes. On peut imaginer toutes les formes, sauf l'acquisition de terrains agricoles, qui est toujours interdite et qui va d'une volonté royale pour ne pas être dépendant des investisseurs étrangers. Donc on peut envisager toutes les formes, prise de participation capital, création de sociétés, et je passe la création de succursales, les valeurs mobilières, les concours financiers, les prêts. Donc toutes les formes d'investissement possibles, ils sont prévus en la matière. Alors on vient aux modalités de financement. C'est là où il y a un problème et c'est là les éléments de preuve, on va venir juste après. Les modalités de financement, nous avons les virements qui viennent directement de l'étranger. Donc la traçabilité, dans ce cas, c'est des formules bancaires, ce qu'on appelle, nous, une formule bancaire. C'est un état qui décrit, qui reprend un peu le SWIFT. Ça reprend le SWIFT et c'est fait dans deux sens. D'abord, c'est pour les besoins statistiques, donc ça nous permet de comptabiliser un peu les investissements étrangers. Donc il y a une formule bancaire, il y a les comptes en devises qui sont détenus par des étrangers, donc automatiquement c'est des comptes en devises, les comptes en dirhams convertibles et les comptes à terme. Donc pour les trois catégories, il y a automatiquement des avis de débit ou des annexes pour les comptes en devises et les annexes 3 et les annexes 5 pour les comptes en dirhams convertibles, donc qui constituent un élément de preuve du financement en devises. Ça c'est lorsqu'on parle de fonds, de liquidité. Il y a d'autres formes assimilées en devises. Ça, c'est l'argent. C'est le compte, c'est le virement, c'est les billets de banque. Donc, il y a les modes assimilés. Alors, les modes assimilés, c'est les consolidations de comptes courants. Un investisseur qui a déjà des actions dans une société, il fait des avances à la société. Donc, c'est ce qu'on appelle une avance en compte courant. Donc, à un moment donné, il décide, au lieu de transférer, de rapatrier vers l'étranger ses avances, il décide de le réinvestir. Il y a la consolidation de créances commerciales. Un fournisseur qui a vendu à une société marocaine une marchandise, donc il y a une créance commerciale qui est matérialisée par un titre d'importation, une facture, une attestation de la banque de non-règlement de cette opération. Donc, il peut la transformer en contre-valeur en investissement. Il y a une consolidation, bon, bien que je reprends le terme assistance technique, mais d'une importation de services. Bon, une importation de services dans sa globalité, mais une assistance technique qu'on peut matérialiser. C'est un brevet, c'est une licence, parce que assistance technique, ça peut être un service, je viens, j'assiste une société, mais matériellement, je peux faire un rapport, mais difficile de matérialiser ça, d'avoir la preuve. Mais en termes de licence, de brevet, d'exploitation, de marque de fabrique, là, c'est une preuve matérielle. Il ne peut pas nous dire, j'ai une assistance technique, je la transforme en investissement. Ça, c'est des choses qu'on peut vérifier, alors qu'une partie des assistances du service, de façon générale, on ne peut pas le vérifier. C'est pour ça qu'on a limité à certaines opérations d'assistance technique la consolidation. Les apports en nature, ça peut être des machines, par exemple, qui sont importées, qui n'ont jamais fait l'objet de règlement. On peut les transformer, on prend la valeur, on la transforme en investissement. Est-ce qu'il y a des questions? Avant d'aller plus loin, s'il y a des questions, vous m'interrompez à tout moment. Donc je passe. Alors l'obligation du notaire en la matière. Lorsqu'il rédige un acte notarié, lorsqu'il établit un acte, il doit s'assurer et consigner clairement dans les actes notariés l'origine des fonds. Soit c'est un virement reçu de l'étranger, donc automatiquement il y a une formule qui porte des références, une date avec le montant. Donc vous allez mentionner sur l'acte rapatrié par formule numéro X, Y, Z en date due, et donc ça permet une traçabilité à l'investisseur même après une vingtaine d'années. Parce que ce qu'on faisait avant, il y avait une obligation pour l'investisseur d'avoir un numéro d'enregistrement au niveau de l'office d'échange. C'était un peu lourd, même les notaires ont protesté, c'est lourd, c'est une papasserie supplémentaire. Donc on a décidé d'abandonner l'obligation.
je dis bien d'abandonner l'obligation. Il y a une nuance entre l'obligation et la déclaration. On a maintenu la déclaration qui reste facultative, mais l'obligation elle n'est pas obligatoire. À charge pour le notaire ou l'investisseur ou la personne qui a monté l'investissement de garder une traçabilité. Sinon, l'investisseur, fin de l'investissement, lorsqu'il veut vendre, il aura des problèmes pour transférer. Et c'est là où il est obligé de les loger dans le compte à terme. Donc, le notaire a l'obligation de s'assurer et de consigner dans les actes notariés l'origine des fonds. D'abord, pour finalité, c'est protéger le Maroc des opérations de blanchiment. Et là, je me permets de vous rappeler la loi 4305. Vous êtes assujettis et la loi dit clairement que les personnes membres d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles participent au nom de leurs clients ou pour leur compte, le compte de celui-ci à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leurs clients dans la préparation ou l'exécution d'opérations relatives à l'achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales. Donc la loi sur le blanchiment, vous êtes assujettis. Vous ne pouvez pas dire non, on ne peut pas s'assurer, mais on a les moyens, mais on a dit. C'est donc batterie faible. Vous avez un chargeur. C'est le même. C'est le même. On va voir. Il est allergique au blanchiment. Ah, ça c'est. Oui. Une dose de pénicilline, ça marche. En attendant, alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, c'est par rapport à l'obligation du notaire en matière de déclaration, en matière de traçabilité de la provenance des fonds. Très important. Mais est-ce que vous avez développé à l'Office d'échange des indicateurs de soupçon? Moi, quand vous avez fait la liaison entre réglementation de change et loi anti-blanchiment, une question qui m'interpelle, loi anti-blanchiment, il y a des indicateurs que nous avons développés avec l'UTRF, avec le ministère de la Justice. Moi, en tant qu'institution de réglementation de change, est-ce qu'il y a des indicateurs que vous avez développés et sur lesquels on peut s'appuyer pour dire voilà, c'est pas sérieux, je dois appeler l'Office d'échange. Merci. Après, en matière d'investissement étranger, acte notarié, il n'y a pas vraiment d'indicateur de soupçon clair qu'on peut dire. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend parfois l'origine des fonds. L'origine des fonds, lorsqu'on trouve, ça vient du Caraïbe, du Mali, donc automatiquement, c'est des pays à risque. On fait plus attention à ces investissements. On essaie de voir de plus près en collaboration avec d'autres autorités. Et parfois, on arrive à des... Pardon. Je disais que en général, on ne peut pas dire tel investisseur est un fraudeur ou là, c'est quelqu'un qui fait du blanchiment. Mais l'origine des fonds, parfois, nous donne des indices. Pas pour rejeter l'opération, mais pour faire plus attention à l'opération et l'analyser en profondeur. Parfois, c'est le secteur, parfois, c'est le montant. Donc, il n'y a pas de critères établis qu'on va dire telle personne. Mais supposons qu'on va prendre une société qui va investir dans un secteur. Déjà, nous, on sait que c'est un secteur mort. Ça ne marche pas. Et il injecte beaucoup de fonds. Automatiquement, on se pose la question. Est-ce qu'il est... un investisseur, normalement, il est réputé être intelligent. Donc, il va fructifier son argent. Alors que si il investit dans un domaine où ça ne marche absolument pas, on se pose la question. Parfois, c'est la durée entre le fait d'investir
et le fait de liquider l'investissement. Lorsque les délais sont trop courts, c'est une traçabilité, bon, c'est un indice pour nous de blanchiment. Donc un délai très court, de toute façon, pas uniquement en matière d'investissement, mais dans les mouvements de fonds des investisseurs, même pour les comptes bancaires, un compte qui est crédité et automatiquement débité dans la semaine, dans la quinzaine, automatiquement ça nous interpelle. Pourquoi ce mouvement rapide? Donc on essaie de voir, parfois on arrive à trouver des origines douteuses, parfois c'est le montage, c'est des personnes interposées qui font un montage et en fin de compte on va trouver que l'investisseur final n'est pas celui qui est en face, et parfois c'est 3 ou 4 niveaux, l'investisseur. C'est l'origine, les Caraïbes, donc c'est pas toujours quelque chose de clair. Je reconnais que c'est pas quelque chose de clair, mais d'ailleurs même la loi ne vous oblige pas à rejeter l'opération, à vous demander de vous assurer de faire de votre mieux. Si vous n'arrivez pas, vous déclarez. Donc bien que la loi parfois vous dit carrément vous ne réalisez pas l'opération s'il y a un soupçon et vous attendez l'avis de l'UTRF. Donc je reviens les finalités. Donc d'abord protéger le Maroc et deuxièmement faciliter la transférabilité s'il y a liquidation ou même des revenus de l'investisseur. Bien entendu, cela ne peut avoir que des conséquences positives. D'abord, c'est une confiance dans le notaire lui-même. Bon, on va dire c'est un bon notaire, il sait travailler, donc automatiquement on va le recommander. L'inverse automatiquement peut arriver, donc ça c'est normal. Et également, c'est une confiance dans le pays. On va dire le Maroc, c'est un pays stable, qui a des structures stables. J'ai investi, le retour est garanti. C'est pas comme j'ai investi, mais pour faire ressortir mon argent, je peine, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que j'arrive pas à faire sortir mon investissement. Ça, c'est difficile, ça donne une mauvaise image du Maroc et partant, on perd des investisseurs. Par rapport au délai de traitement des dossiers. On a beaucoup souffert par rapport au délai de traitement. Je ne dirais pas l'office d'échange, mais en travaillant avec les intermédiaires agréés, les banques. Alors, ce qui est sûr, et je vais reprendre ce que vous avez dit, ce qui est sûr, c'est que le Conseil national a travaillé dans un avec pour faire de l'acte notarié un acte de garantie de transfert. C'est-à-dire qu'il reprend la traçabilité. Et moi-même, j'ai souffert dans certains dossiers en demandant l'information. C'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre dans le contrat que le prix a été financé. Corrigez-moi si je me trompe. Le prix a été financé moyen débit d'un compte, devise en dirham, etc. Le numéro, etc. Le titulaire du compte et laisser la trace. Et puis, quand le dossier va être transmis dans le cadre du rapport, ça va être très facile pour lui, pour l'office d'échange et pour lui par la suite, pour pouvoir transférer son argent. Le problème qui se pose, c'est au niveau de quels sont les documents pour que je puisse transférer mon argent. Et s'il y a vraiment une lecture différente de certaines banques, problème d'interlocuteur, est-ce qu'il y a un délai raisonnable pour dire voilà, il y a un retard, il n'y a pas de retard? Merci Cézuzi. Ça me fait une introduction à la deuxième partie qui est le transfert de revenus d'investissement ou par la suite la liquidation ou la cession de l'investissement. Comme on a dit au début, l'investissement est devenu une opération libre. Le transfert du revenu est également une opération libre auprès de la banque. Le transfert du produit lorsque l'investissement est liquidé, c'est une opération libre. Pas besoin de se rapprocher de l'office d'échange. Donc vous vous présentez à la banque, vous transférez. Bien entendu, la banque a des obligations. Et la banque, je comprends pourquoi actuellement ils sont devenus très rigoureux, parce qu'on l'a convenu. On les a pénalisés aussi. Une banque qui transfère alors qu'elle n'a pas les justificatifs, automatiquement elle est en infraction.
automatiquement. Et automatiquement, il y a une pénalité qu'elle paye. Donc, le système bancaire, lorsqu'on paye une pénalité, c'est l'agent, ou là c'est le cadre qui a exécuté le transfert, c'est le chargé du dossier, du portefeuille client. Donc, automatiquement, il devient très méfiant et très farouche sur les documents. Donc, si vous vous présentez une deuxième fois, l'amende ou la sanction, donc automatiquement, il va devenir plus royaliste que le roi. Donc, automatiquement, vous allez souffrir pour justifier l'investissement parce que parfois, qu'est-ce qui arrive? Un investisseur intervient, et je dirais, bon, là, je prends un exemple, via la BMCE. J'offre le somme de la BMCE. S'il n'y a pas de traçabilité de l'origine de l'investissement, automatiquement, le transféré, il n'est pas obligé de passer par la BMCE. Il peut passer le banque Chabi. Le banque Chabi, automatiquement, on a le financement. La preuve du financement, il y a la formule. On a dit pour les virements, c'est la formule. Pour les comptes, il y a des avis de débit, il y a des formules aussi, des annexes, qui sont établies à l'occasion d'y aller le débit du compte. Donc, il y a comme je dis les opérations. Qui va chercher la traçabilité? Vous devez revenir vers la BMCE. La BMCE n'a rien à gagner avec l'opération. Elle ne va pas exécuter le transfert, mais elle a la commission là où ils sont archivés. La banque, elle archive à partir du 3e mois les documents directs qui sont dans l'agence. Automatiquement, on va faire les recherches dans l'agence. Les recherches, les archives. Les archives. Donc, on ne les a pas trouvés. Mais comme la date le virement, la référence de la formule, la walou. Donc, c'est difficile à trouver parce que quand même, les formules, le nombre de formules par jour, c'est des milliers. Il ne va pas chercher un montant d'1 million d'euros, des milliers de documents pour vous le fournir et gratuitement en plus. Donc, n'attendez pas le service de la banque. C'est pour ça, vous, en tant que notaire, vous devez garder une traçabilité. La banque, c'est comme la formule, vous faites une photocopie, vous la scannez, vous la maintenez dans un dossier et vous êtes tranquille. Les virements, on a ce qu'on appelle les formules. Les formules bancaires, c'est une formule qui est établie par la banque qui a fait l'opération de change. Les comptes en devises et en dirhams convertibles, nous avons soit les avis de débit, soit des annexes, les annexes 3 et 5. Le compte à terme, qu'est l'avis de débit? Parce qu'on va venir, le compte à terme, comment il peut être utilisé pour l'investissement. Qu'est un avis de débit? C'est des traçabilités. Même pour nous, on peut faire la recherche. Les systèmes, parfois, c'est ce qu'on fait lorsqu'on nous demande l'information. La banque ou le notaire ou l'investisseur, automatiquement, donc, on est obligé de faire nous-mêmes des recherches sur le système d'IENA, mais on a un minimum, une traçabilité de la journée, de la numéro de formule. Sinon, on ne peut pas rechercher. C'est difficile. Et là, ce sera vraiment un problème. La traçabilité maquinage, donc on ne peut pas dire que sera certainement en devise. Non. On a dit que certainement maquinage. S'il n'y a pas une trace, c'est automatiquement un investissement qui n'a pas été justifié, le financement en devise, donc c'est le compte à terme. C'est automatique. On ne peut pas jouer avec le risque on devise la preuve. Soit il a la preuve, soit il n'a pas. On fait de notre mieux pour trouver certains cas, mais dans la majorité du cas, c'est difficile si on n'a pas un début de traçabilité. Minimum, une date, le numéro de la formule, on peut vous sortir la formule. On peut attester comme quoi avec l'investissement est bel et bien. Sinon, qu'est-ce qui peut arriver? Le produit d'une exportation, la banque غلطت ودارتو كوديفاتو investissement وكيرجع محسوب investissement باغي يخرجو. Donc un exportateur, supposons un étranger qui a une société au Maroc, dans le cadre d'un investissement, il fait des exportations, donc il a une obligation de rapatrier, يدخل الفلوس، باع واحد السلعة مغربية، خصو en contrepartie يدخل الفلوس. هذوك الفلوس ملي كيدخلوا كيتستلم واحد لا فورمول. Mais s'il est mal codifié,
إلا كانت في عوض لو برودوي دو ليكسبورتاسيون اللي ملي يدخل صافي سي اون اوبليغاسيون كيتقودي فيها انفستيسمون غدا كيجي يقول لك لا انا جا في ان انفستيسمون راه دخلت 1 مليون دورو جو دوا لا ترانسفيري دونك هو عاود غش لو سيركوي parce qu'il y a une faille quelque part. Donc c'est pour ça vous devez avoir automatiquement la preuve. ملي كيكون هاد الامور باقي فري il y a la preuve. ملي يجي l'investisseur automatiquement la banque ديالو حيت سي لي جديد ولا عنده لو كونت هذا donc on peut lui sortir tous les éléments qu'il veut. غيعطيوه لي justificatifs nécessaires. إلا قدام ولا بدل الكونت parfois ça arrive ان لو كليون جا في البي سي ام l'ex بي سي ام il n'existe plus. Donc comment trouver la traçabilité d'hier? C'est un client اللي جا في les années 70 ou les années 80 quand le BCM c'est une banque en bonne et due forme d'abord il l'est plus. Donc on doit trouver une trace auprès d'une banque qui n'est plus de ما عندهاش ما بقاتش. Donc شنو ذنب l'investisseur هو انه le notaire n'a pas fait le nécessaire pour lui constituer un dossier investissement. Bon, entre parenthèses, le notaire, parce que l'investissement, il peut être réalisé peut-être parfois, c'est même des fiduciaires, même un cabinet d'avocats, mais bon, aujourd'hui, c'est les notaires. Les avocats, c'est autre chose. Donc, l'investissement, on a parlé de liberté de transférabilité. L'investissement est libre, ou le transfert est libre. Le transfert, qui a deux volets, deux produits à transférer. Qui est le revenu d'abord. Le revenu au MAD, les jetons de présence, les dividendes, les bénéfices, les loyers, il a un appartement écrit ou la Emara ou la les intérêts, il a des avances en compte courant ou la donc ils sont transférables. L'investisseur n'a pas besoin de notaire dans ce cas. Il se présente à la banque avec pour chaque catégorie de revenus, il y a des documents à fournir. Il se présente à sa banque avec ses documents et il transfère. Et là, quel que soit le mode de financement, faire les opérations, on ne cherche pas où je financer en devise ou là. Je parle des revenus. Il faut faire la distinction entre le revenu et le produit. Le revenu, il est transférable quel que soit le mode de financement. ما كنقلبوش منين جابوا الله يجعل ما يكون سرقهم وإلى انفيستي بهم. Donc avec le revenu transférable, c'est une garantie. Donc pour chaque catégorie, il y a un certain nombre de documents qui sont exigés par la banque au moment. Par exemple, les jetons de présence, sur la feuille de présence, les conseils d'administration ou autres, les dividendes qui sont le PV plus le bilan, plus pas mal de